3 ans fixes sur une hypothèque à 5 %. La banque, nous, on va t'évaluer à 7 %. Est-ce que tu trouves beaucoup de leads sur Instagram? Plus difficile pour moi de vraiment avoir une régularité dans mon contenu puis vraiment faire plus de contenu. Toi-même, tu as fait la rénovation? Ouais. Non. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Nouvelle Saison. Nouvelle invitée aujourd'hui. Je reçois Jen Côté. Comment ça va aujourd'hui, Jen? C'est un petit peu nerveuse, mais ça va bien. Est-ce qu'on dit Jen ou est-ce que c'est... C'est parfait. Jen, c'est parfait. Jen, c'est parfait? Ouais. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jen est conseillère en prêt hypothécaire à la banque CIBC. Exactement, oui. Parfait. Alors, on va commencer un peu juste comme vous avez l'habitude, un peu son parcours. On va beaucoup parler aussi de prêt hypothécaire, on va parler aussi de flip, on va parler un peu du marché. Juste avant, je voulais juste demander à tous ceux qui regardent le podcast qui ne sont pas abonnés, ça peut nous aider énormément si vous pouvez vous abonner, suivre, liker. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Jen, je t'en prie, si tu peux un peu te présenter, nous dire un peu comment ça se fait que tu as atterri un peu dans les prêts hypothécaires à la banque. Dans le fond, j'ai été avant analyste financière. J'ai vraiment un gros parcours finance. J'ai commencé mon CFA, qui est une certification vraiment pour être analyste financière. Puis, pendant la pandémie, mais dans le fond, j'étais analyste financière pour des hôtels et des restaurants. Pour un groupe d'hôtels-restaurants. Puis pendant la pandémie, les hôtels-restaurants ont tous fermé, le siège social a fermé, donc là, je n'avais pas d'emploi. J'ai toujours voulu investir dans l'immobilier, fait que je me suis dit, si je comprends les hypothèques, puis si je comprends comment le financement est fait, peut-être que ça va m'aider dans mes projets personnels. Donc, j'ai eu une opportunité d'une création d'équipe à la CIBC, puis ça a cliqué avec la boss que j'avais dans le temps. Okay. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire. On va se lancer, puis ça fait déjà 4 ans que je travaille pour la CIBC. Ok, donc c'est vraiment un parcours financier. Ouais. Et ensuite, tu es passé prêt hypothécaire. Donc, tu n'as pas fait parce que je sais qu'il y a pour devenir courtier hypothécaire, il y a une licence. Il y a une licence. Ouais. Donc, toi, tu n'es pas courtière hypothécaire, tu es consultante. Oui, dans le fond, conseillère consultante. Oui. On n'a pas besoin de faire une certification. Est-ce que tu peux nous donner un peu juste les différences entre les deux? Oui. Bien, dans le fond, la conseillère, elle va vraiment représenter une banque seulement. Donc, elle va vraiment prendre les clients puis l'apporter à la banque qu'elle travaille, avec les produits qu'elle travaille. Puis, le courtier ou la courtière doit faire une licence parce qu'après ça, elle va se représenter à l'AMF. Puis, elle peut représenter n'importe quel type de banque. Elle peut faire aussi, on appelle ça du B-lending. Quand c'est pas une banque du Canada, ça va être une banque plus de moins... Pas moins bonne, mais moins régularisée par le gouvernement, je pense. Puis il y a aussi, il y a plusieurs d'autres types d'options autres qu'une banque classique. C'est ça, donc toi tu es vraiment affilié à une banque et ouais. Ceux qui sont courtiers, donc ils ont plus d'options, disons ils peuvent aller donner plus d'options à leurs clients, j'imagine. Toi c'est vraiment, tu sers seulement les clients de la CIBC. Je me spécialise pour les produits CIBC, les programmes CIBC, les trucs comme ça. Ok. Est-ce qu'on pourrait un peu parler du processus d'obtention d'une hypothèque, juste pour expliquer un peu aux gens, parce que bon, c'est vrai qu'au cours de la saison 1, j'ai eu une courtière hypothécaire, mais ça serait bien aussi juste de rappeler pour les gens qui... Non, c'est sûr. Mais dans le fond, notre processus, on commence autant par une préqualification. Ça, c'est la processus. Puis dans le fond, moi, je vais recevoir un client d'un de mes partenaires ou des fois, c'est une personne que je connais déjà. On va avoir une conversation. Je vais envoyer une liste de documents pour préqualifier. Quand on préqualifie, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ouvre quand même le bureau de crédit. Puis je donne environ, ça, c'est environ qu'est-ce que vous qualifiez pour une hypothèque. Puis là, après ça, la personne va aller chercher une propriété. Quand on a une offre d'achat acceptée, elle va revenir. Là, c'est là qu'on va prendre l'hypothèque au complet. J'ai déjà, dans le fond, idéalement, j'ai déjà tous les documents. Donc, c'est plus facile. J'ai déjà ouvert le bureau de crédit. Le processus va aller plus rapide. Puis, c'est là que je mets l'adresse de la propriété. Là, j'ajuste aussi s'il y avait des petits changements. Puis, je l'envoie au département de crédit. Ça va prendre environ quelques jours au département de crédit parce qu'il y a quelqu'un physique qui va prendre l'application, qui va l'analyser. Puis après ça, c'est elle qui donne l'approbation. C'est elle qui donne l'approbation, d'accord. Final, si jamais c'est assuré, moins de 20 % de mise de fonds, là, on envoie, il va quand même avoir une évaluation par la banque, puis après ça, on envoie le dossier à une compagnie d'assurance, que eux vont aussi évaluer le dossier, va donner l'approbation, on donne l'approbation, puis là, après ça, on renvoie au client. OK. Tu as parlé de la mise de fonds de 20 %. J'avais aussi une question par rapport à cette mise de fonds-là. Il y a beaucoup de gens qui
qui ont écouté les dernières années, mettre 5%, mettre 10%, toute cette petite mise de fonds pour ensuite aller chercher peut-être des propriétés avec une plus grande valeur. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quel type de personnes qui peuvent se qualifier pour ce 5%-là et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre 5% sur une propriété? Ça dépend tout le temps. Puis c'est ça que j'ai aussi à tous mes clients. En fond, c'est votre hypothèque, c'est vraiment vous, comment vous êtes confortable. Le 5% de mise de fonds, c'est le minimum si la propriété est moins que 500 000. Donc, si la propriété, on va dire, est 700 000, ça va être 5 pour la première tranche de 500 000, puis le 200 000 de plus va être 10 Si c'est 1 million, dans le fond, là, on ne peut pas faire plus que 1 million, puis on ne peut pas être assuré. Là, ça va être 20 pour la première tranche du 1 million, puis 50 pour après. Dans le fond, 1,2 million, le 200 000 va être 50 de mise de fonds. Donc, c'est vraiment... Le 5 de mise de fonds, c'est vraiment pour une propriété qui est en bas de 500 000, le vrai 5 de mise de fonds. Puis, c'est une propriété, dans le fond, que vous allez habiter. Temps plein ou temps partiel. Fait qu'un chalet peut être 5 de mise de fonds ou un condo, une maison, un duplex peut être 5 de mise de fonds. Donc, c'est souvent un premier achat, j'imagine. C'est souvent un premier achat, mais aussi on peut faire quelque chose qui est plus qu'un premier achat. Dans le fond, si toi, tu achètes un condo, puis tu habites dedans pendant 1 an ou 2, puis là, mais maintenant, tu veux fonder une famille, donc ta blonde est enceinte, bien là, tu veux t'acheter une maison. Bien là, tu peux aussi reprendre le 5 de mise de fonds pour t'acheter une maison parce que tu vas habiter dedans. Puis après ça, après la maison, tu veux t'acheter un chalet. Bien, tu peux quand même mettre 5 de mise de fonds pour le chalet aussi parce que c'est ta propriété que tu vas habiter en temps partiel dans un sens. OK. Bon, c'est parce que je te pose la question, j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Et bien sûr, nous, tous ceux qui ont commencé dans l'immobilier, moi, bon, j'ai 27 ans maintenant, mais quand j'avais commencé en 2021, j'entendais beaucoup, tu peux passer par plusieurs process, soit il y a la HM, la SCHL. Donc ce 5%-là, tu vois, ça, c'est bien parce que je ne le savais pas que c'était seulement sur les 500 000 premières tranches. Est-ce que ça, c'est quoi qu'il arrive, dépendamment avec qui tu passes comme prêteur? Oui, c'est pas mal tout le monde vraiment. Tu sais, chaque banque a vraiment les lignes communes de toutes les banques. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui les différencie? C'est les différents types de programmes qu'ils offrent. Mais le 500 000, la première tranche de 500 000, oui. Puis après ça, si tu as un achat de 800 000, ta mise de fonds ne va pas être 10 mais elle va être un petit peu entre le 5 et 10 tout dépendant du pourcentage. Quand tu dis programme, est-ce que tu peux juste un peu peut-être détailler vos programmes à la CIBC peut-être On a beaucoup de programmes. Donc c'est une question très vaste. Oui, c'est ça. On a beaucoup de programmes pour vraiment qui vont nicher n'importe quel type de client. On a des programmes pour les nouveaux arrivants, on a des programmes pour les travailleurs autonomes, on a des programmes pour le monde justement qui ont beaucoup de liquidités. Puis des fois aussi qui ont plus, dans le fond, l'appétit pour plus de risques. Ouais. On a des programmes aussi, tu sais, dans le fond, on essaie d'aller vraiment chercher chaque type de profil de personne pour avoir un programme pour eux autres. OK. Bon, tu as parlé de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup aussi cette question, bon, ça ne les touche pas, mais ça touche tous ceux qui ont une cote de crédit. La majorité, j'imagine, des Québécois ont une cote de crédit. Ouais. On me l'a posé la semaine dernière, donc je voulais te la poser. C'était comment on fait pour, disons qu'on a une cote de crédit qui est, je pense que 600, c'est le minimum pour demander un prêt. Disons que ça reste quand même moyen. Comment on fait pour l'augmenter si on est entre les 600 et 700 et à partir de quel stade on peut voir cette évolution, tu dirais? Oui. Bien, moi, dans le fond, qu'est-ce que j'aime mes clients? Il y a toujours des petits trucs. La cote de crédit, c'est vraiment ton willingness, c'est comment que toi, tu veux rembourser tes dettes. Fait que le nombre de dettes que tu as, dans le fond, c'est quand même bon si tu es payé comme du monde. Si tu as juste une carte de crédit puis tu la payes tout le temps, ton historique de crédit, on ne sait pas si tu vas être capable de payer une hypothèque parce que tu as juste une carte de crédit. Puis la limite environ est à 500 $. Oui. Mais si tu as beaucoup de types de, mettons, si tu as une marge de crédit, si tu as une carte de crédit, puis les limites sont quand même assez élevées, puis tu les payes souvent, bien là, ça démontre que tu es capable de gérer des dettes. Ça veut dire que puis ça ne te tente pas d'avoir des dettes qui traînent. Donc là, c'est là que ça va augmenter ta cote de crédit. Fait qu'une manière de vraiment bien augmenter ta cote de crédit assez rapidement, qu'est-ce que je dis aux clients, c'est un petit truc, c'est mettre des paiements préautorisés à chaque mois. Même si c'est 5 $, même si c'est 10 $ dans tes cartes de crédit ou dans tes marges de crédit, comme ça prouve que même si tu as un petit peu d'argent, bien, ça va tout le temps aller rembourser
tes dettes, puis tu n'attends pas tout le temps jusqu'à la dernière minute pour vraiment tout rembourser. Ça démontre que ça te tente de rembourser tes cartes de crédit ou tes marges de crédit, puis tu es un bon payeur dans un certain sens. Est-ce que le paiement minimum sur une carte de crédit, c'est ça qui évalue si ta cote de crédit va baisser ou il faut vraiment payer la totalité Le meilleur serait de payer la totalité. Le meilleur, ça serait vraiment chaque semaine, tu mets un montant sur tes dettes, tes crédits pour faire diminuer le plus parce que dans le fond, le minimum ne va pas vraiment descendre beaucoup ta dette. Ça va juste vraiment faire le minimum puis aussi juste couvrir les intérêts. Mais si tu en mets plus à chaque semaine, même si tu as un petit 2 $ de plus, tu le rajoutes, bien là, ça va quand même plus, au fond, payer tes dettes. OK. Est-ce que dans ce cas-là, disons qu'une personne a une auto, a une hypothèque aussi sur une maison, est-ce que s'il est très régulier dans ses paiements, ça va augmenter sa cote de crédit versus une personne, comme tu as dit, qui a seulement une carte de crédit, qui a à peu près, disons, je ne sais pas, 3 000 ou 4 000 $ de marge sur sa carte de crédit. Est-ce que plus tu as de prêts, en fait, plus tu dois rembourser de l'argent, plus tu le fais bien et plus ta cote de crédit va augmenter? Il y a plusieurs facteurs. Ça, oui, ça serait un facteur, mais aussi, ça fait combien de temps que tu as une dette? Mettons, quelqu'un qui est un étudiant qui a juste une carte de crédit, puis ça fait 1 an qu'il a une carte de crédit, bien, ça fait juste 1 an. Comparativement à quelqu'un qui a une hypothèque, qui a une auto, que ça fait des années, mettons 10 ans, qu'il a des dettes, puis qu'il les paye régulièrement, cette personne-là va avoir une meilleure carte de crédit. Mais aussi plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste ce facteur-là, il y a aussi plusieurs autres types de facteurs. Si tu demandes tout le temps du crédit à chaque mois à plusieurs institutions financières, bien ça aussi, ça va... Tu sais, la personne... Quand moi, j'ouvrir le crédit, je vais faire « Pourquoi tu as demandé autant de crédit? Pourquoi tu es tout le temps en demande d'avoir plus de crédit? » Tu sais, ça veut dire que tu en veux tout le temps plus. Fait que ça va un petit peu affecter ta carte de crédit. OK. On va passer, comme tu imagines, sur l'état un peu actuel du marché. J'imagine que ça, c'était la question principale que tout le monde va se poser. Je devais bien sûr te poser la question, comment toi, de ton côté, tu interprètes ces baisses, je pense que c'est la 3e successive du taux directeur de la Banque du Canada. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu vois une 4e? Est-ce que tu vois une stabilisation? C'est drôle parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont demandé exactement la même question ce matin. Ce matin, en plus? Oui, ce matin, ils m'ont dit « C'est quand la prochaine baisse? » J'ai dit le 6 septembre. Ils disent « Est-ce que tu penses que ça va baisser? » Je fais « Oui, moi, je pense que ça va baisser. » Le taux d'inflation qui cible de la Banque du Canada se rapproche à ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire que l'économie puis les personnes, la population réagit bien aux baisses de taux. Donc, moi, je pense que ça va être une autre baisse de taux encore une fois, mais je ne suis pas économiste. Je ne sais pas vraiment exactement toutes les informations du monde, mais comment que ça se passe. Puis aussi, les économistes, il y a eu un sondage avec Bloomberg, ça s'est passé, il y a un article, je pense que beaucoup de personnes pensent que ça va être une autre baisse le 6 septembre. Est-ce que c'est une évaluation tous les 3 mois? Comment ça se passe pour cette histoire de réévaluation? Il y a plusieurs dates. Si tu t'en vas, je pense, sur le site de la Banque du Canada, puis tu tapes les annonces pour les taux, il va déjà te mettre toutes les dates. Fait que c'est déjà prédéterminé, les annonces. Je ne sais pas si c'est à chaque mois, si c'est à chaque 2 mois ou si c'est quand même assez régulier, mais il y a des annonces quand même assez, je pense, à chaque mois ou à chaque 2 mois qui est quand même assez régulière. Ils sont déjà prédéterminés, puis ils évaluent avec, dans le fond, ils vont baisser le taux, ils vont peut-être l'augmenter, je ne sais pas, puis ils regardent pendant un certain temps la réaction, comment ça affecte le marché. Puis si ça affecte bien le marché, bien, je pense qu'ils vont continuer dans la même lancée. Puis là, si la population ne réagit pas comme qu'ils avaient prédit, c'est là qu'il va y avoir un réajustement. Okay. Mais à date, tout va bien. C'est toujours à peu près 0,25, c'est ça? Peut-être maximum? Ouais, les autres fois, ils ont été 0,25. Donc, je pense qu'ils vont continuer là-dedans. Je ne pense pas qu'ils vont faire un gros changement de taux drastique. Je pense qu'ils sont très conservateurs dans les baisses de taux, justement pour ne pas avoir ce qui s'est passé pendant la pandémie. Est-ce que ça change beaucoup dans une hypothèque d'un client, ce 0,25 %? Quand même, oui, parce que la banque va tout le temps évaluer 2 % de plus que le taux qu'on t'offre. Fait que si, mettons, on va prendre comme exemple, tu vas prendre un 3 ans fixe sur une hypothèque à 5 %, la banque, nous, on va t'évaluer à 7 %. Juste pour une question de risque pour la banque. Donc là, c'est sûr que le 7 % va augmenter les paiements à chaque fois mensuels que tu vas avoir. Fait que la réduction va, dans le fond, réduire les paiements hypothécaires futurs que tu vas avoir, qui va aider, dans le fond, ta situation globale pour la banque. Parce que, dans le fond, tu vas avoir moins de dettes futures à payer, qui va
te permettent d'avoir une plus grosse hypothèque. Est-ce que tu as eu récemment, est-ce que tu as eu une histoire avec un client ou parce que là, on est 3 ans post-Covid et j'ai beaucoup écouté des histoires où voilà, à cause du taux d'intérêt bien sûr qui a augmenté ces 3 dernières années, il y a eu beaucoup soit de faillite, soit un client qui n'a pas pu payer ses hypothèques. Est-ce que de votre côté ça arrive souvent? Est-ce que tu aurais peut-être une… C'est sûr que si ça l'arrive, je pense pas que j'être au courant. Ah. Ça, c'est un autre département de la banque. De ma part, mes clients, ils n'ont pas vraiment eu une difficulté. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des 5 ans fixes pendant la pandémie. Donc, là, le 2025-2026, je pense que c'est là que ça va vraiment apparaître. Puis aussi, pour revenir à les baisses de taux, la banque veut justement ne pas éviter le plus de monde qui ait des fêtes personnelles. Donc, ils vont commencer régulièrement à faire des baisses de taux pour se rendre en 2025-2026 avec un taux quand même assez raisonnable à payer. Pour éviter ce genre de problème. Pour éviter le plus possible ce genre de situation. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont foncé sur aller acheter une propriété avec tous les taux qu'on a connus autour de 1-2%. Donc, c'est sûr que là, oui, ça fait du sens. Moi, j'en connais beaucoup qui ont un petit 1,5% de taux d'intérêt présentement. En fixe? Ben en fixe, oui. En fixe. Mais tu vois, personnellement, il y a 3 ans, je serais plus allé sur un taux variable pour la raison logique. Mais bon, c'est vrai que quand tu vas… Parce que oui, c'était moins qu'un taux fixe, mais ils ont bien fait les gens d'aller sur… Oui, c'est sûr qu'en long terme, dans une situation super normale, j'irais plus vers le taux variable aussi parce que tu vas sauver de l'argent, tu as plus de flexibilité dans ton hypothèque. Puis moi, j'aime mieux être plus en contrôle de mes dettes et de mes hypothèques. Mais quand il y a une situation comme ça qui sort de l'ordinaire, qu'on va sûrement jamais vraiment connaître, bien là, c'est sûr que le taux fixe était quand même une très bonne option. On va passer plus sur la période investissement, parce que j'ai vu récemment que tu avais fait un flip sur ton compte Instagram. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton expérience? Oui. C'était mon premier flip. Dans le fond, j'ai commencé ma job, où est-ce que je suis présentement, en août 2020. Puis, j'ai fait ma promesse d'achat 3 mois plus tard. Donc, c'est vraiment très instable. Puis aussi, mon emploi que je fais présentement, c'est à 100% commission. Donc, c'est quand même assez risqué. Puis, j'ai eu une opportunité. C'est un de mes amis, on se parlait comment que j'ai toujours voulu faire des flips. Je voulais vraiment avoir un duplex dans le quartier que j'ai acheté. Je voulais vraiment faire ça. Mais tout le monde me dit tout le temps, OK, parfait, on le fait. Puis, personne vraiment le fait. Ouais. Donc là, il m'a dit, non, c'est bon, on va le faire ensemble. Je suis comme, mais oui, c'est sûr, on va le faire ensemble, comme tout le monde. Là. Puis, il dit, non, on va le faire ensemble. Puis, la semaine d'après, il y avait déjà des visites de bouquets. Moi, j'avais reçu cette annonce de MLS du duplex qu'on a acheté. C'était un bon prix. Puis après ça, j'ai dit, bien, on va aller voir. Puis on va voir. Puis finalement, on a fait une offre, ça a été accepté. Puis on a commencé les démarches de qu'est-ce qu'on voulait vraiment. On ne savait même pas qu'est-ce qu'on voulait faire avec la propriété avant. Puis c'est là, quand on l'a acheté, puis là, quand c'était à nous, on a fait, OK, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Comme, pour de vrai, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on a fait les plans, on a évalué qu'est-ce qu'on voulait faire. On a vraiment beaucoup de conversations. Puis on a décidé de juste complètement la transformer. OK. Donc, vous avez trouvé le deal, donc c'était pas un off-market, vous l'avez trouvé en ligne. Ouais. Et c'était quoi? C'était un duplex? C'était un duplex, oui. Dans un quartier au centre-ville? C'est à Ville-et-Mort. OK, Ville-et-Mort. C'est entre Verdun puis La Salle. Ouais. Puis personnellement, moi, je trouve que c'est un très bon quartier qui n'est pas encore très cher. Donc, puis aussi, j'ai habité à Ville-et-Mort pendant 6 ans avant. Donc, j'ai vu l'évolution un peu il y a beaucoup de propriétés qui ont été construites, il y a beaucoup de propriétés qui ont été complètement transformées, des petits cafés. Tu sais, fait que je le vois que je suis comme, OK, quelque chose se passe présentement. Puis je pense que ça serait le bon moment d'acheter. Ouais. Puis on a fait l'offre, ça a été accepté. Puis je pense 2 semaines plus tard, c'est là vraiment que la vague COVID 2020 a embarqué. Puis on a eu on regardait dans la même rue, il y avait le même type de duplex qui se vendait 200 000, 300 000 en haut que qu'est-ce qu'on nous on a finalement payé. Donc tu pouvais le vendre 2 mois plus tard. Oui, on a eu la conversation de est-ce qu'on fait juste le vendre présentement puis on fait rien. Mais le but, puis moi, le partenaire avec qui j'ai acheté, il est dans les constructions, il a déjà fait des flips. Moi, je me suis dit, bien, moi, je veux apprendre. Je veux apprendre comment construire une maison, je veux apprendre comment faire la rénovation, je veux apprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux vraiment comprendre comment faire un flip. Donc, je veux faire l'expérience. OK. Ouais. Donc, quand vous l'avez acheté, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y avait des locataires dans les duplex ou il y avait des locataires dans les duplex.
il y avait deux locataires, mais on a été super honnête avec eux depuis le début, puis on a dit, ben nous, on est là pour faire des rénovations. Il y avait aussi le sous-sol qui avait un problème. Le sous-sol n'était pas fait, puis c'était poreux, fait qu'il y avait quand même un petit peu d'infiltration, d'humidité. Puis dans la salle de bain, surtout du rez-de-chaussée, ben il y avait beaucoup de pas de moisissure, mais des fois de la moisissure qui s'accumulait. Puis on était comme, ben il faut réparer le sous-sol. Ouais. Puis pour réparer le sous-sol, ben ça serait mieux que vous ne soyez pas là. Ouais. Donc, on a vraiment fait, quand on a fait un bon deal, on a fait une bonne conversation avec eux. Puis, dans le fond, Ça a mis du temps pour qu'ils quittent? Oui, bien dans le fond, je pense qu'on a un deadline à suivre quand on a une conversation avec les clients. Puis on a dit, bien, c'est ça, je pense que c'était environ vers janvier. On a dit, bien, vous avez jusqu'en juillet pour partir. Puis ils sont partis avant. Je pense qu'ils sont partis. Fait que ça nous a fait, OK, là, il faut commencer les rénovations. Fait qu'ils sont partis vers avril. OK. Bon, ça vous a donné quand même avant l'été une bonne période pour rénover, mais ça a pris plus de temps finalement. Ça a vraiment pris plus de temps que prévu parce que justement, nous, on s'attendait qu'on allait commencer en juillet. Finalement, ça a commencé en avril. Il fallait faire la demande des permis. Les permis, ça a pris du temps, surtout en 2020. Le matériel aussi, ça a pris du temps. Il y a tellement de péripéties qui sont passées à travers le temps que c'est sûr que ça prend vraiment plus de temps que prévu pour compléter, dans le fond, les rénovations. Bon, est-ce que tu ferais un autre? Comment ça se passe maintenant? C'est sûr que oui, parce que j'ai vraiment aimé mon expérience, puis j'ai vraiment aimé, dans le fond, voir le tout. Mais je pense pas parce qu'on a vraiment tout fait les rénovations nous-mêmes. Fait que, tu sais, j'ai vraiment touché, puis je suis super comme... Toi-même, tu as fait les rénovations? Ouais. Non. Avec mon partenaire, on a vraiment, tu sais, j'ai pas fait la démolition, mais j'ai fait le plancher avec ma mère du deuxième étage. J'ai monté la cuisine, j'ai fait la céramique, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait un petit peu d'électricité. Tu sais, je voulais vraiment toucher à tout. Wow. Puis j'ai eu la chance de toucher à tout. On a creusé le sous-sol finalement. Donc, il fallait refaire la charpente. Fait que là, on a refait la charpente. Puis, tu sais, lui, mon ami, justement, que j'ai fait le flip avec, ça fait plus que 20 ans. Fait que lui, il connaît tout. Puis, il m'a tout montré. Juste les petits trucs que tu sais pas. C'est moi qui ai trouvé. Il fallait refaire le toit. C'est moi qui ai trouvé la soumission. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout touché. Comme ça, si jamais j'allais la refaire, puis j'appelle quelqu'un pour faire, je sais pas, de la céramique, puis elle fait la céramique, bien, je sais si c'est bon, si c'est moins bon, si, c'est les prix environ, les matériels. Fait que je suis plus alerte de c'est quoi qui est supposé arriver. Donc, si j'ai besoin de faire une rénovation, je t'appelle? Mais non, pas tant! Parce que c'est ça, si je fais un prochain flip, je pense pas que je vais vraiment tout faire parce que je pense que c'est moi qui ai ralenti beaucoup le processus parce que je savais pas quoi faire. Mais c'est pour ça que ça vous a pris 3 ans aussi. Bien, c'est ça aussi. Mais dans le fond, on l'a acheté en 2020, mais c'était juste, on fallait attendre. Je pense que ça a été vraiment long aussi avant de passer au notaire parce qu'il n'y avait aucun notaire qui était disponible aussi dans ce temps-là. Fait qu'on a passé au notaire en 2021. OK. Fait qu'on a fait d'accord. Donc... On a fait l'offre d'achat en novembre 2020, puis on a passé au notaire en mai 2021. Puis après ça, il fallait attendre janvier pour dire aux personnes de partir. Fait que là, il fallait attendre janvier. Fait qu'on a commencé en 2022 finalement. Parce que là, il fallait attendre qu'ils partent. Fait que tu sais, comme tout ça, c'est des délais que ça arrive. Fait qu'on a commencé en 2022 pour faire un duplex. Fait que ça nous a pris 2 ans. Puis c'est sûr que moi qui posais des questions, moi qui fallait qu'il fasse des trucs, tu sais, c'est sûr que juste faire quelque chose, ça prend moins de temps que faire quelque chose et expliquer à quelqu'un comment faire quelque chose. Fait que je pense que c'est moi qui ai vraiment ralenti le processus, mais ça ne dérange pas. Mais non, si maintenant vous êtes dans les temps et que j'imagine que les logements sont loués, donc... Bien, c'est ça, on est encore en train de voir si on le loue, si on le vend complètement. Okay. Puis, il faut faire aussi quelques petites modifications, mais en gros, c'est pas mal terminé. OK, super. Je voulais qu'on parle un peu aussi de tout ce qui est médias sociaux, un peu ta business. Est-ce que tu arrives à trouver, parce que tu l'as dit aussi, tu es 100% en commission. Ouais. Donc, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tu trouves beaucoup de leads sur Instagram, par exemple? Comment tu arrives à trouver… Je trouve que les réseaux sociaux, c'est comparativement à un courtier immobilier, il y a beaucoup plus de contenu à faire. Parce que chaque propriété, ils peuvent la montrer sur les réseaux sociaux, ils peuvent montrer leurs histoires. Ils ont vraiment plus de contenu, d'idées de contenu. Mais moi, je fais des hypothèques. Fait que je ne peux pas montrer le processus d'une hypothèque parce que c'est toutes des informations confidentielles. C'est des noms. Fait que j'essaie tout le temps de protéger mes clients le plus possible parce que, anyway, je n'ai pas le droit de partager leurs informations. Fait que c'est plus difficile pour moi de vraiment avoir une régularité dans mon contenu puis vraiment faire plus de contenu. Fait que
est-ce que je trouve des leads directement avec mon contenu? Non, mais c'est vraiment indirectement. OK. Fait que je vais... Le monde, admettons, quand je m'en vais dans des événements, puis je dis « Ah, salut, mon nom, c'est Jen Côté », ils sont comme « Ah, je t'ai déjà entendu ou je t'ai déjà vu quelque part. » Puis je suis comme « Sûrement les réseaux sociaux. » Fait que c'est ça que ça donne plus une meilleure entrée aussi avec genre mes partenaires quand que j'y rencontre ou quand que je fais affaire avec eux autres, c'est plus facile. Fait que je pense que oui, ça l'aide ma business, mais c'est pas le client qui va me contacter en disant « Ah, j'ai vu ton post, je veux faire affaire avec toi. » C'est vraiment plus indirect avec mes partenaires avec qui je travaille. C'est beaucoup bouche à oreille alors dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Bien, surtout les hypothèques, c'est beaucoup plus bouche à oreille. Ouais. Puis j'ai rencontré beaucoup de les partenaires avec qui que je fais affaire présentement sur les réseaux sociaux. Parce que, mettons, s'il y a quelqu'un que, je sais pas, que j'aime leur contenu, bien là, je vais les DM, je vais les add. Puis après ça, on va sûrement se faire une rencontre. Ouais. On va prendre un café ou quoi que ce soit. Ou si je fais le tour de beaucoup d'événements d'immobilier, d'événements networking, je m'en vais dans des Remax. Fait que je suis beaucoup avec les courtiers immobiliers. Fait que quand que je m'en vais les voir, je fais « Ah, je pense que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. » Fait que c'est plus facile d'approche d'aller les voir après ça quand on s'est comme déjà rencontrés. Exactement. Comme tu as dit, aussi inconsciemment aussi, juste être sur les réseaux, etc., montrer un peu et les suivre, tout ça. Si tu laisses des commentaires, sans inconsciemment, ils voient peut-être ton nom et ensuite... Et après, voilà, quand tu te présentes, pour eux, c'est comme « Ah oui, mais oui, ça me dit quelque chose. » Mais c'est ça, fait que c'est plus facile. Puis aussi de montrer un peu mon flip, ben là, ça rentre dans des conversations. Fait que tu sais, c'est pas juste, comme moi, je fais des hypothèques, je suis comme, non, moi, je fais aussi d'autres trucs. Puis ça l'aide avec la conversation quand on se voit face à face. Ouais, ça aide. Non, je suis d'accord. Bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Merci encore une fois, Jen, d'avoir accepté mon invitation. Je finis toujours un peu sur les mêmes questions. Donc, dans ton cas, bon, c'est un peu investissement, mais c'est aussi beaucoup prêt hypothécaire. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils pour quelqu'un qui aimerait obtenir son premier prêt hypothécaire, disons? Oh mon Dieu, oui. Ben, dans le fond, les banques sont extrêmement... Ils n'aiment pas beaucoup le risque. Fait que dès que les documents, c'est un peu compliqué, ou dès que, mettons, parce que j'ai demandé beaucoup de documents de travail. Fait que si le travail est un peu compliqué, je sais pas, tu sais, comme t'es rentré, t'es sorti de tes emplois beaucoup, mais il faut tout le temps que tu montres plus de preuves. Fait que si, puis ça, c'est correct avec tout le monde, mais mettons, si tu es rendu en invalidité, si tu as eu un enfant, tu es en maternité, bien, tout le temps avoir plus de preuves, mettons une lettre d'emploi qui explique la situation pour montrer à la banque, bien, la banque va avoir plus de facilité à dire, OK, c'est bon, on va approuver le dossier. Surtout pour, qu'est-ce que je vois beaucoup présentement, c'est pour la mise de fonds. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, bien moi, ma mise de fonds est dans plusieurs comptes. Fait que je vais avoir mon CELI, je vais avoir mes REER, puis je vais avoir mon compte courant. » Bien, je vais tout transférer l'argent dans un compte, comme ça, quand au notaire, ça va être plus facile. Je fais « Parfait, mais attends d'avoir ton approbation, parce que si tu transfères tout ça dans ton compte, puis là, je te demande ton relevé bancaire, bien, je vais avoir plein de transferts de d'autres comptes. » La banque va se demander, mais ça se vient d'où cet argent-là? Fait que quand il y a beaucoup de in and out, puis qu'il y a beaucoup de transferts de comptes à travers beaucoup de trucs, bien, la banque est comme, mais c'est quoi ça? Fait que ça fait juste plus de questions. Fait que quand que tout est simple, quand que tous tes comptes en banque sont simples, il y a pas beaucoup, tu sais, et là, si c'est dans plusieurs comptes, bien, sors-moi juste tous tes comptes dès le départ. Puis rends la vie plus facile à l'évaluateur qui va voir ton dossier puis qui va juste faire, OK, parfait. À place de tout le temps demander plus de questions, mais là, ça sort d'où, ça fait quoi? Fait que fais juste rendre tous les documents le plus simple possible. Ça va juste augmenter tes chances d'avoir l'approbation. Est-ce que tu dirais que c'est un green flag alors, dans ce cas-là? Bien, oui, c'est un green flag. Je ne vais pas dire le mot red flag, mais oui, c'est un green flag quand que, tu sais, il n'y a pas... Dès que tu regardes quelque chose, tu sais, regarde tes documents, puis pose-toi la question, est-ce que je passerais 500 000 $ à cette personne-là? Puis si la réponse est oui, parce que tout est propre, OK, parfait, mais si tu fais comme moi, non, peut-être pas. Mais là, pose-toi la question de comment tu pourrais rendre la tâche la plus facile. OK. Dernière question, c'est comme d'habitude, recommandations de podcasts, livres. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, lesquels, par exemple? Oui, j'écoute des podcasts, mais ils ne sont pas tant reliés à l'immobilier. C'est pas grave. J'écoute beaucoup de podcasts. Il y en a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Diary of a CEO. Ah oui, je le connais. C'est tellement bon parce qu'il y a il pose vraiment des questions très directes. Il y a beaucoup
de guests que tu penserais jamais. Comme là, je pense que j'ai écouté un épisode, c'était avec un barista, comme le barista numéro 1 au monde. Puis ça te fait juste te donner comme une... Parce qu'on est tellement tout le temps dans l'immobilier. Moi, je suis dans l'immobilier, je fais un flip, c'est tout le temps comme immobilier 100% à tous les jours. Fait que d'avoir un peu une perspective de quelqu'un d'autre qui fait de la business, Oui. son point de vue, comment que lui qui gère sa business, puis son horaire, sa routine. Fait que c'est comme, ah! Puis là, tu en prends un petit peu de chaque personne, puis tu te dis comment que moi, dans le fond, je peux faire ma routine, je peux faire ma journée avec ça. C'est ça sert à ça un peu les podcasts, c'est Ouais. de donner la parole à des gens que tu n'as pas l'habitude nécessairement d'écouter. Ouais. Donc peut-être que tu vas te voir à travers cette personne-là et comme tu as dit, l'immobilier, c'est pour beaucoup une deuxième partie c'est comme une seconde source de revenus, je dirais. Il y en a beaucoup où c'est seulement leur seconde source. C'est seulement un investissement où ils passent à travers quelqu'un, où tu sais, mais il y a peu de personnes où c'est vraiment, ils font ça full time. Donc c'est sûr que ça reste encore très intéressant de voir. C'est sûr que des podcasts sur l'immobilier, ça te donne des idées de comme, ah, tu sais, je préfère ça comme ça, ou tu sais, je préfère ça comme ça. Fait que ça l'aide dans les projets que tu as présentement. Mais des fois, tu en as juste assez de l'immobilier, puis tu vas entendre quelque chose d'autre qui va t'inspirer justement avec toi, comment que toi tu gères tes affaires. Fait que je suis très podcast dans les autres sujets. Mais j'espère quand même que tu vas écouter mes autres Mais podcasts. oui, de plus en plus, là, je suis comme, ah, finalement, c'est vraiment bon. Oui, on est en train de tourner là, en ce moment la saison 2. Elle sortira déjà quand cet épisode sortira, parce que tu es un peu dans les... Je pense que tu es plus au mois d'octobre, mais le premier épisode sort le 25 septembre. On est début septembre, donc voilà. Merci beaucoup Diane d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci à tous ceux qui vont voir l'épisode. N'hésitez pas de vous abonner, la petite cloche sur YouTube. Vous abonner aussi si vous écoutez plus dans la voiture ou au gym, Spotify, Apple Podcast, c'est partout. Je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Salut.